Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller étudier les phases suivantes de la relation d'emprise. On a déjà vu dans une vidéo précédente les phases initiales, qui sont plutôt des phases agréables, entre guillemets, puisqu'il y a une promesse d'une illusion parfaite, de quelque chose de magnifique qu'on va vivre. Un ferrage qui, en apparence, est magnifique, c'est-à-dire qu'on va s'installer ensemble, on va avoir un enfant, on va acheter un appartement, tout ça. Et puis tout d'un coup, bingo, situation 3, on va arriver à l'étape 3, qui est beaucoup moins agréable. Alors, bonjour Muriel Josselin, Exit PN. Pourquoi Exit PN? Je suis là pour vous aider à vraiment craquer le code, comprendre ce qui se passe dans ce fonctionnement d'emprise pour pouvoir en sortir. Voilà. Alors, troisième étape des relations d'emprise, c'est la phase de dévalorisation. Donc, comme vous le savez, j'aime bien toujours partir de cas concrets et vous les expliciter parce que souvent les gens arrivent à mieux comprendre quand ils disent «Ah, mais je vis exactement cette situation-là, j'ai entendu exactement la même phrase». Voilà. Alors, on a Marie, par exemple, qui rentre et qui dit «Oh, Paul, figure-toi que j'ai eu une promotion au travail, je suis tellement heureuse». Paul, «Oh, bah, c'est bien pour toi, mais honnêtement, je comprends même pas pourquoi ils t'ont choisi. Tu n'es pas vraiment compétente pour ce poste». «Bah, comment ça?» répond la femme. «Bah, j'ai travaillé dur, je pense que je le mérite». Et le mari qui dit «Mais je vous promets que ça existe», des maris qui disent ça, ou des femmes d'ailleurs. «Oh, si tu le dis, mais tu sais, il y a sûrement des gens plus qualifiés que toi, peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres options». Et là, la femme, elle se révolte un petit peu en disant «Mais c'est blessant ce que tu dis, j'ai vraiment fait de mon mieux». Et lui, il répond «Oh, mais c'est bon, arrête de te plaindre, t'es toujours en train de te vanter de tes réussites, c'est agaçant». Alors, on entre dans le décodage. Dans cet exemple, Paul, il va utiliser plusieurs techniques de dévalorisation. Et oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et je vous dis, ça paraît gros comme ça, mais tous les jours, j'ai des gens qui me racontent exactement ce genre de dialogue. Ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout de 15 ans de mariage, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours après le ferrage, parce qu'ils ne font jamais ça avant le ferrage. Avant le ferrage, ils vont tester, mais ils ne vont pas y aller avec leur gros sabot. Là, peu importe, le ferrage est fait, on a les enfants, le coût pour partir, il est trop élevé. Ça veut dire qu'on va renoncer à trop de choses. Donc, du coup, ils peuvent y aller plein pot. De manipulation et de dévalorisation qu'utilise Paul, c'est la minimisation des réussites de sa conjointe. Il va minimiser la promotion de Marie en insinuant qu'elle n'est pas compétente, qu'il y avait peut-être de meilleures options, ou en tout cas qu'il n'en avait peut-être pas sous la main, que c'est peut-être une question de chance parce que elle est peut-être arrivée au bon moment, au moment où quelqu'un d'autre de plus compétent avait démissionné. Bon, bref. Il va utiliser le doute de soi. C'est-à-dire que Marie, elle a déjà probablement quelque part un doute de soi. Et lui, il va le semer de plus en plus, ou en tout cas, il va aller l'aggraver. Il va aller remettre en question les compétences de Marie. Et petit à petit, ça va éroder l'estime de soi que Marie a d'elle-même. Il y a des critiques plus ou moins déguisées. Donc là, il va lui dire, ah non, mais c'est bon, arrête de te vanter de tes réussites. Donc en fait, il est en train de la faire se sentir capable de partager ses succès. Ce qui est quand même incroyable parce qu'on sait à quel point bah, c'est chouette juste de partager ses succès et que normalement, quand on est dans l'amour, on se réjouit des succès de l'autre. Là, en fait, les succès de Marie le renvoient à une comparaison qui le blesse, même si c'est complètement idiot parce que même s'il a peut-être un poste beaucoup plus important que Marie, peu importe. Ça lui renvoie le fait que à un moment, peut-être, il pourrait être remis en question par le- la, la place grandissante et le pouvoir grandissant et l'autonomie financière grandissante de Marie. Donc ces comportements sont typiques des pervers narcissiques qui cherchent à contrôler, à manipuler leurs partenaires en les rendant dépendants émotionnellement, en faisant que tout leur système de validation et d'approbation soit entre les mains du pervers narcissique. Et ça va éroder de plus en plus la confiance en soi. Alors, évidemment, la situation ne s'arrête pas là. Parce qu'en général, une relation d'emprise, c'est un truc hyper cyclique. On va voir. Il y a tout d'un coup,
on vous jette à la poubelle. Tout d'un coup, le pervers narcissique va décider que bah, non seulement vous descendez de votre piédestal, mais en fait, vous allez même être jeté aux orties. Et là, en général, la phrase qu'on entend, c'est «Je ne comprends pas». Je crois que c'est d'ailleurs la phrase la plus entendue dans l'univers du dating. Un échange qui semblait se passer bien, tout d'un coup s'interrompt. Une relation qui semblait fluide, tout d'un coup l'autre y met un terme alors qu'on n'a rien vu venir. En fait, c'est souvent qu'on avait ignoré les indices qu'on appelait des red flags et qu'on avait mis ça sur le compte d'autre chose, qu'on avait rationalisé, justifié, tout un tas de signes avant-coureurs. Et là, quand le truc nous tombe dessus, quand ce rejet tombe sur la victime, il y a en général un effet de sidération. Ça peut être quelqu'un qui rentre chez soi et son conjoint a vidé l'appartement. Donc ça peut aller jusque-là. On me le raconte de temps en temps. Alors, il y a des degrés dans le rejet. Il peut y avoir ce qu'on appelle le ghosting. Donc là, c'est du jour au lendemain, la personne disparaît, silence radio, vous lui envoyez des messages, pas de réponse. Vous croyez à un moment même d'ailleurs, peut-être que cette personne est morte et en fait, vous voyez qu'elle vit sa meilleure vie sur les réseaux sociaux. Donc elle n'est pas morte, elle vous a juste simplement rayé de la carte. Vous n'existez plus. Donc c'est extrêmement violent, surtout pour les gens qui ont déjà une blessure existentielle qu'on appelle la blessure de rejet. À leurs yeux, vous n'existez plus, même si vous avez eu deux enfants ensemble, même si vous avez été collaborateur professionnel, vous n'existez plus, vous êtes rayé de la carte. Alors, il y a des formes intermédiaires de rejet, de type miette de pain, qu'on appelle le breadcrumbing, ou le benching. Le benching, c'est on vous met un petit peu en attente, sur le côté, des fois qu'on ait quelque chose de mieux qui se présente. Voilà. Euh, Comme autre forme de rejet, il peut y avoir le traitement silencieux. C'est pas forcément un rejet définitif, hein. Donc tout ça, c'est des formes de rejet. Et il y en a qui sont plus ou moins catégoriques, plus ou moins radicales, plus ou moins définitives. Mais il faut savoir que si c'est pas un rejet définitif et catégorique, il va y avoir une reconquête derrière ou un retour, on va dire. Et puis quand c'est catégorique, bah oui, le ghosting, ça peut être très très catégorique et très très définitif. De vider l'appartement, c'est en général assez définitif. Alors moi, j'ai un exemple comme ça d'un ghosting. Je crois que c'est le pire exemple que j'ai eu en termes de violence émotionnelle. Je me souviens, c'était en tout cas, un jeune pervers narcissique qui fréquentait une jeune Italienne de 20 ans. Et cette jeune Italienne, elle en était encore à ses débuts dans ses relations amoureuses. Et en fait, elle fréquentait ce jeune homme depuis déjà quelques mois. Elle n'était pas encore prête à passer le pas d'une dimension charnelle et tout ça. Puis bon, comme les mois avancent, leur relation s'établit. Puis à un moment, les week-ends, un week-end, les parents de la jeune fille s'absentent et elle se dit, ah bah, je me sens prête. Et donc, elle organise le rendez-vous pour sa première nuit d'amour. Le jeune homme accepte, elle se prépare. Eh bien, il viendra jamais. Et elle attendra. Et elle ne répondra, elle n'aura pas de réponse aux 1000 messages qu'elle va lui envoyer. Et il ne répondra jamais. Et elle va rester dévastée pendant des mois parce que là où elle se préparait à devenir, entre guillemets, une femme, voilà, dans sa vie amoureuse, sentimentale et du coup charnelle, et ben tout d'un coup, silence radio, ça a été dévastateur. Donc, décollage, ça veut dire aussi que là, qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme? Il est fournisseur ailleurs. Super. Ou alors, ce qui lui plaisait, en fait, c'était de faire miroiter. Donc, il était dans le contrôle, mais finalement, lui faire subir une déception, ça le nourrissait plus que de partager un bon moment avec elle. Donc, c'est incroyable. Alors, généralement, une fin de relation avec un pervers narcissique, surtout quand c'est lui qui décide, ça laisse un goût amer. Souvent, moi, j'appelle ça retirer le tapis de sous les pieds. C'est-à-dire que tout d'un coup, on croit que bah, ça va bien, finalement, pam, c'est là que se fait le rejet le plus brutal.
Et même quand la relation battait un peu de l'aile depuis longtemps, le goût amer reste là parce que pendant des années, on a cultivé l'espoir que ça se passe bien et ou l'espoir que ça s'arrange. Et là, tout d'un coup, l'espoir s'évanouit euh, et c'est extrêmement brutal. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est quand même, faut faire le deuil. Il faut faire le deuil en plus de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Et ce jour-là, on s'en rend compte. Et comme en plus, il y a une fusion qui a été installée dans la phase d'illusion partagée, puisque c'est le but, tout d'un coup, quand on vous rejette, vous avez l'impression qu'on vous arrache un morceau de vous, que vous ne faisiez plus qu'un, ce qui est une version très toxique de la relation, et tout d'un coup, on vous enlève votre moitié, la moitié de vous, et vous avez l'impression de ressentir un vide à l'intérieur de votre corps. Donc ce rejet, il est extrêmement, extrêmement violent et extrêmement, extrêmement douloureux. Voilà. Alors, dernière phase de ces relations en général, c'est le retour. Tadam, quand on ne s'y attend plus. Ça s'appelle le hoovering. Le hoovering, parce que Hoover, c'était une marque d'aspirateur anglo-saxonne. Donc, en fait, ils vont essayer de vous réaspirer l'intérieur de la relation. Et si entre-temps, vous n'avez pas fait le deuil de la relation, c'est ah, chouette, il revient. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Vous recevez un mail à l'improviste d'un narcissique dont on n'a plus de nouvelles depuis des mois. Je voulais juste te faire savoir que je pensais à toi. Voilà. Et hey, comment ça va? Alors le hey, ils adorent. Voilà. Alors vous traduis, je vous décode. Alors parfois ils vont même dire aussi, je voulais te faire des excuses, blablabla, blablabla. Bon, je traduis. Hey, c'est moi. Il s'avère que la nouvelle source que j'avais d'approvisionnement narcissique et qui m'avait conduit à t'écarter à l'époque, n'est finalement pas conformément, n'est pas conforme à mes attentes finalement. Donc, je suis actuellement confrontée à une pénurie temporaire de fournisseurs de carburant narcissique parce que comme je m'ennuie en plus assez rapidement de mes nouvelles conquêtes ou qu'elles me démasquent, pour celles qui sont un peu plus avisées que toi, eh bien, je me suis retrouvée sur le carreau. C'est insupportable pour moi d'être sur le carreau, d'être dans cette situation. Alors, même si je suis expert en la matière et que je pourrais facilement m'assurer un nouveau carburant narcissique ailleurs, euh, c'est quand même fatigant pour moi d'être tout le temps dans le mensonge. Vu que toi, t'avais quand même accepté de jouer le jeu pendant longtemps, je me demandais si ce serait bien si je faisais un petit truc d'aspirateur pour lequel je suis hyper célèbre. Et voilà, je rentre, je sors de ta vie comme si de rien n'était. Et si je reviens, je te le dis pas, mais en fait, ça va être pour causer encore plus de dégâts. Mais ça, évidemment, je ne te le dis pas. Et en même temps, je vais quand même chercher aussi une nouvelle victime ailleurs. Donc voilà, en réalité, ce qu'il y a derrière ce salut, je voulais juste te dire que je pensais à toi, je m'excuse pour mon comportement. Tiens, et si on se revoyait? La plupart du temps, je vous dis tout de suite, c'est pour achever le boulot. Donc le retour du PN, c'est en général une mauvaise idée. Le problème, c'est que pour des gens qui sont dans de la dépendance affective, qui ont vécu des abandons précoces et qui ont toujours espéré que ceux qui les avaient abandonnés allaient revenir, et ben là, tout d'un coup, bingo, il y en a un qui revient. Donc sur le coup, ça crée un énorme soulagement. Ça crée un énorme déferlement d'hormones, de neurotransmetteurs. Et ça crée l'opportunité pour de nouvelles déceptions, de nouvelles dévalorisations et un nouveau rejet encore plus cruel. Vous signez vraiment, vous êtes sûr? Donc s'il revient, c'est vraiment pour mieux finir le travail, euh, car on ne le sait pas assez, mais en réalité, et même le PN ne le sait pas, hein, en réalité, l'objectif du PN, c'est la séparation. Ça va être ce rejet. Mais sauf que visiblement, il n'arrive pas à le faire, en tout cas pas à le faire correctement et pas à le faire de façon à pouvoir surmonter ce qu'il a à surmonter. Donc, je sais pas si vous êtes vraiment partant pour un nouvel épisode avec un PN, mais moi, je suis plutôt partante pour un nouvel épisode sur la chaîne Exit PN. Bonne fin de journée à tous et bonne continuation. Ne vous inquiétez pas, on peut s'en sortir et vous allez vous en sortir. Ça peut prendre du temps, ça demande en général d'être bien accompagné, mais c'est vraiment faisable.
et derrière, la vie est vraiment belle.